du bulletin du livre. Voici tout d'abord une interview de Michel Foucault, interview qui a été prise à Tunis par le représentant de l'ORTF. Michel Foucault est en effet professeur à la faculté des lettres de Tunis. Les mots et les choses est une réflexion sur le difficile ajustement des modernes sciences humaines qui veulent penser l'homme selon des catégories empruntées aux trois domaines de la biologie et de la psychologie, de l'économie, de l'étude du langage, le difficile ajustement donc de ces sciences humaines fondées par Auguste Comte, Marx, Freud, de Saussure et l'ethnologie de Claude Lévi-Strauss, avec la tradition de l'humanisme. Dans la tradition de l'humanisme, en effet, l'homme défini tantôt par la raison, tantôt par la liberté, l'homme devait accéder à cet ordre de raison ou de liberté pour être. L'homme donc se définissait par quel qu'en soit, par une nature a priori, par ce qu'il croyait être ou voulait être, ou en tout cas par une aptitude à se nier lui-même, comme on le voit chez Sartre. Et dans tous les cas, l'homme de l'humanisme se définit par ce qui l'oppose au vécu. Ce vécu que la réflexion de ces dernières années essaie au contraire de coordonner, de rassembler, pour en faire la seule mesure de l'homme. Le très grand succès du livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, s'explique sans doute par ce qu'il nous introduit d'emblée dans ces voies contradictoires et interrogatrices de la conscience contemporaine, avec une intensité peu commune. Michel Foucault dialogue avec Pierre Serra, à qui je laisse la parole. Je voudrais que, pour nos auditeurs, vous nous expliquiez ce que vous avez voulu démontrer dans Les mots et les choses, ce que vous avez voulu prouver, et s'il s'agit là d'une nouvelle école philosophique qui s'opposerait par exemple à ce qu'a été pour toute une génération de Français l'existentialisme. Pensez bien que je n'aurais pas la prétention de m'opposer en quoi que ce soit à une expérience et à un discours philosophique aussi important qu'ont été l'expérience et le discours philosophique de Sartre. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose de tout à fait modeste. Disons, si vous voulez, que j'ai été frappé par quelque chose, c'est l'importance qu'a prise depuis un certain temps, depuis longtemps, depuis un siècle et demi, 2 siècles peut-être, cette question, qu'est-ce que l'homme ? Mon problème a été de savoir d'où vient, où s'enracine dans notre culture cette question, qu'est-ce que l'homme ? Bien, en regardant les choses d'un regard un petit peu méticuleux, c'est-à-dire avec un regard historique, il m'a semblé que cette question était infiniment plus récente qu'on ne peut l'imaginer. Vous me direz que tout de même, le XVIe siècle a bien été par excellence le siècle de l'homme, ou en tout cas le siècle de l'humanisme. Mais il ne faut tout de même pas oublier que le mot humanisme dans la langue française est un mot très récent, on ne le trouve pas dans le littré, et il est bien probable que c'est par une sorte de formidable architecture rétrospective que l'on a bâti cette philosophie, ce souci, cette inquiétude de l'homme dans la culture du XVIe siècle. Il est probable que la culture du XVIe siècle ne connaissait pas cet humanisme et cette question de l'homme telle que nous les connaissons maintenant. Alors, d'où est-ce que ça nous vient, l'homme ? J'ai été frappé par le fait qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien sûr, on trouve des traités de l'homme, on trouve des analyses de la nature humaine, de l'entendement humain, on cherche ce que c'était que l'homme à l'état de nature ou à l'état primitif. Et pourtant, on ne peut pas dire que le XVIIe et le XVIIIe siècle soient à proprement parler des formes de pensée, de culture qui soient commandées par la question « qu'est-ce que l'homme ?» Je crois, si vous voulez, que ce qui caractérise la culture du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est une sorte de rapport, enfin c'est la tentative, pour établir un rapport direct, immédiat, contrôlable, entre le discours et la vérité. Comment est-ce qu'un discours peut être tel qu'il est susceptible d'atteindre à la vérité ? Ce que le XIXe siècle, dès son début d'ailleurs, a inventé, c'est précisément à cette question un troisième terme. Le XIXe siècle a substitué à cette ligne vérité-discours, à cet axe bipolaire de la vérité et du discours, il a substitué un triangle au sommet duquel il y a l'homme. On a découvert, enfin, on a inventé, on a suscité en tout cas, entre la vérité
et le discours, ce troisième terme qui est l'homme, l'homme qui serait l'être dont le discours est tel qu'il est capable d'atteindre à la vérité. C'est donc à l'être de l'homme, à l'essence de l'homme, au mode d'existence de l'homme, à sa présence dans le monde qu'il faut demander compte de ce fait qu'il peut y avoir dans le monde un discours qui est capable de vérité. Je crois que cette invention de l'homme comme terme moyen entre le discours et la vérité est liée à toute une série d'analyses qui ont été faites à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, sur ce que c'était que le langage, sur ce que c'était que le travail et ce que c'était que la vie. Il est en effet tout à fait curieux, tout à fait caractéristique de voir que ces trois disciplines, pour nous maintenant fondamentales, que sont la philologie et la linguistique d'une part, comme étude du langage, l'économie politique, comme étude, si vous voulez, de la production et du travail, et enfin la biologie, comme science de l'organisme et de l'être vivant, il est caractéristique de voir que ces trois disciplines sont apparues simultanément dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle, dans les toutes premières années du XIXe. Ces trois disciplines, elles ont fait surgir à l'intérieur d'un domaine qui était celui de la représentation, c'est-à-dire des rapports directs du discours et de la vérité, elle a fait surgir cet être énigmatique à l'origine de toute représentation, à l'origine aussi de toute vérité, cet être énigmatique et susceptible d'histoire, cet être parlant, cet être travaillant, cet être vivant qu'on appelle l'homme. Et c'est cette chose nouvelle, cette masse épaisse, constituée, créée, découverte, façonnée par ces trois disciplines qui a constitué, je crois, ce qu'on pourrait appeler l'homme moderne, à la fois comme objet de connaissance et comme forme d'existence. En somme, c'est dans ce triangle, cette trinité, presque pour vous, qui existe et qui est le suivant, d'une part le discours, d'autre part les choses, et au milieu, en charnière, l'homme, que se situe l'origine et la genèse des sciences humaines. Il me semble en effet qu'à partir du moment où l'étude du langage, l'étude du travail et l'étude de la vie ont désigné ce point à la fois obscur et lumineux qu'est l'homme, il me semble que c'est à partir de là que le domaine des sciences humaines a pu se constituer. Il me semble que cette interrogation sur l'homme s'est manifestée par l'apparition de deux domaines. D'une part, un domaine épistémologique qui est celui des sciences humaines, et d'autre part, un domaine éthique, moral, un domaine politique aussi, qui serait celui de l'humanisme. En ce qui concerne les sciences humaines, elles sont nées, je crois, à partir de la formidable mutation qu'a entraînée dans notre culture la constitution de sciences comme la biologie, comme l'économie politique et la philologie. En un sens, les sciences humaines ont reposé dès l'origine et reposeront sans doute longtemps sur ces trois domaines d'analyse absolument fondamentales que sont les analyses du travail, du langage et de la vie. Il est absolument certain que les sciences humaines, dans la mesure où elles font partie de cet édifice général de la science moderne, n'ont pas à être récusées comme si elles étaient des fausses sciences. Elles font certainement partie de la configuration générale de notre savoir, mais on peut supposer aussi que lorsque cette configuration viendra à se modifier d'une façon fondamentale, eh bien, les sciences humaines disparaîtront. Quand je dis que les sciences humaines disparaîtront, je ne veux pas dire qu'elles s'effaceront, qu'elles s'effondreront, comme a pu s'effondrer par exemple l'alchimie quand la chimie s'est constituée. Je veux dire qu'elles subiront elles-mêmes une mutation telle qu'on ne pourra probablement plus y reconnaître le lien qui a été longtemps évident entre leurs analyses et la question fondamentale, qu'est-ce que l'homme ? Je suis en effet frappé par le fait qu'actuellement, dans leur développement tout à fait contemporain, les sciences humaines, au lieu de mettre à jour cette essence de l'homme qui semblait être l'objet privilégié de leur recherche au début du XIXe siècle, au lieu de mettre à jour cette essence de l'homme, mettent à jour quelque chose de tout à fait différent. Ce qu'elles mettent à jour, eh bien, ce sont des systèmes, ce sont des réseaux de nécessité, ce sont des formes à l'intérieur desquelles
L'homme fonctionne en quelque sorte comme un point, comme un élément, au lieu d'être ce à partir de quoi les systèmes et les formes viennent au jour et se manifestent. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a un homme qu'il y a des systèmes et qu'il y a des formes, c'est au contraire à l'intérieur des systèmes et des formes que l'homme apparaît comme une figure, comme un point, comme un élément qui a son rôle et qui a sa fonction. Cette inversion du rapport homme-système est probablement caractéristique de ce qui se passe actuellement dans les sciences humaines et aussi doit être un signe annonciateur d'une prochaine mutation dans la configuration épistémologique. Vous venez d'entendre Michel Foucault, auteur du livre « Les mots et les choses », publié chez Gallimard dans la collection Sciences humaines, dirigé par Pierre Nora. Dans quelques instants,